mondialisation. La mondialisation, elle est souvent dans notre pays ressentie comme une menace, alors que pour la majorité des populations du monde entier, c'est une chance. Donc tout ça a besoin d'être analysé et d'être compris. Oui, et là où je ne suis pas d'accord avec Simon, c'est que moi je suis professeur d'histoire et de géographie, et la mondialisation, on l'enseigne en terminale, hein, et notamment en terminale L, et c'est vrai que la mondialisation, c'est pluriel. Donc effectivement, il y a la mondialisation financière, mais il y a aussi une mondialisation humaine qui n'est pas inintéressante, culturelle qui n'est pas inintéressante, et qui est aussi source de paix. Ça n'a pas beaucoup de sens de combattre la mondialisation. Ça veut dire combattre le rythme des marées, par exemple. Oui, voilà. C'est comme ça. Bon, alors il faut voir ce qu'il y a de positif, vers quoi ça peut mener, et surtout, essayer de préparer l'avenir. On a besoin de savoir ce que sera notre pays en 2050. Je ne sais pas qui réfléchit à ça. Pour moi, c'est un mystère. J'ai évoqué le mois dernier, mais parce que je suis toujours très sensible aux enseignements du passé, c'est mon côté prof d'histoire, j'essaie de leur dire que connaître et comprendre l'histoire, ça permet quand même de mieux lire son présent et de préparer son avenir. L'unité des résistances, c'est un acte fondamental, finalement, en 1943. Bon. Est-ce que l'absence d'unité actuellement, justement, dans la définition de ce contre quoi on doit lutter, est un vrai problème et fait que finalement on a du mal à identifier l'ennemi, comme vous disiez? L'unité de la résistance a été un combat très difficile. Oui, c'était un problème très difficile. Vous avez en 1943 une douzaine de pays d'Europe occupés par les nazis. Il y a de la résistance dans chacun de ces pays. Il y a un seul endroit où la résistance est arrivée à s'unir, c'est la France. Si elle n'avait pas pu combattre les obstacles et arriver à l'unité, elle aurait pu jouer aucun rôle. Il n'y aurait jamais eu de programme du CNR. Voilà. Donc, à partir du moment où on combat, on a besoin d'être le plus nombreux possible, c'est sûr ça. Et donc la recherche d'unité est fondamentale. Il faut rechercher l'unité fondamentale. Mais par les hasards de la vie, j'ai beaucoup voyagé. Et il y a des pays que je connais un petit peu, en dehors de la France, notamment le Maroc et le Vietnam. Si on prend le Vietnam, j'ai fait mon 17e voyage au Vietnam il y a 6 mois. Au Vietnam, le pays est très pauvre. Le produit national brut par habitant est autour de 1 000 $ par an. Nous sommes en France à 40 000 $ par an. Les Français sont négatifs sur l'état du monde et sur leur propre avenir, et les Vietnamiens sont tous optimistes et positifs. Les Vietnamiens vous disent, nous sommes sûrs que nos enfants vivront mieux que nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tout ça, c'est dans le même monde. Il faut arriver quand même à faire la synthèse de ça. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on s'aperçoit par exemple que la Chine vient d'augmenter son niveau de salaire. Il y a probablement des phénomènes de rééquilibrage qui se produisent. Sur combien de temps, sur quelle durée, c'est très difficile à savoir. Alors, on se plaint des délocalisations. C'est vrai que les délocalisations, c'est un sous-produit de la mondialisation, donc de l'informatique, donc ça fait partie des phénomènes à la Schumpeter. Mais il est probable qu'on pourrait combattre un grand nombre des effets négatifs des délocalisations si on avait une vue assez claire de l'endroit vers quoi on va aller. Nous, on travaille principalement sur les crimes de masse, donc la Shoah, le Rwanda, la Shoah, l'extermination des Juifs, le Rwanda, les camps Khmer rouges, etc. C'est quelque chose de totalement différent. Est-ce que... Donc il y a une question qui se pose souvent et que les élèves posent, c'est que savait-on de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous, de votre propre expérience, qu'est-ce que vous en avez su? Mon père et ma mère ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés en tant que juifs, ils ont été
livrés par la milice à la Gestapo et ils ont été tués au début de janvier 1944. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne le savais pas. J'étais pas un grand chef de la résistance, mais j'avais quand même quelques responsabilités, je connaissais beaucoup de monde. À la Libération, je ne savais pas si mon père et ma mère étaient encore vivants. Je ne l'ai appris qu'en 1945. Donc ça a été un secret, à mon avis, très bien gardé. Qui connaissait la réalité, je suis incapable de vous le dire. J'imagine que les grands chefs politiques devaient recevoir des rapports. Dans l'ensemble, c'était un secret. Ça ne préoccupait pas les états-majors de la résistance, qui étaient préoccupés, c'était le combat, l'action directe, le renseignement, ces choses-là. Mais si, ça les préoccupait. Ça les préoccupait, mais la résistance n'était pas faite pour sauver les Juifs. La résistance était faite pour combattre les nazis. Et d'une manière générale, les responsables de la résistance ont toujours dit on ne peut pas s'occuper uniquement du problème juif, on a à combattre les nazis. Ça fait partie du problème de l'idéologie nazie. D'autre part, il y avait aussi dans la résistance, on a parlé de l'unité tout à l'heure, il y avait aussi certains qui étaient antisémites aussi, parfois. Antisémites. Dans votre livre, vous évoquez le moment où... Il peut y avoir eu quelques réactions antisémites dans la résistance, mais très franchement, moi personnellement, je ne m'en suis jamais aperçu. Mais ça devait exister aussi, bien sûr, parce que la propagande antisémite était très violente, c'était un bombardement massif et continu de propagande. Alors, ça touchait un certain nombre de gens. Quelquefois, leur milieu d'origine les avait préparés à ça aussi. Il y avait des gens d'origine modérée, il y avait des gens de droite dans la résistance. Ça, j'ai des exemples précis en tête. Hein. J'ai des amis qui étaient avant-guerre de droite, antisémites, et qui ensuite, quand on leur disait « mais tu te souviens que tu as été antisémite ?» ils le niaient. Et vous-même, vous en avez souffert de l'antisémitisme avant la guerre ou au début de la guerre, avant de passer dans la clandestinité? Non, j'en ai pas souffert personnellement avant la guerre. J'ai eu quelques incidents après la guerre, mais mineurs. Rien qui m'ait bouleversé. Et donc Jean Moulin, vous l'avez connu? Vous avez été arrêté en même temps que lui Qui? Jean Moulin. Jean Moulin, j'ai connu beaucoup. Quand il est arrivé en France, c'était dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. Il a été parachuté dans la région de Béziers, qui est sa région d'origine, et le lendemain, il a été à Marseille, et il a pris contact avec un responsable de la résistance qu'il avait connu, qui était le capitaine Freinet. Et puis 4 jours après, il avait rendez-vous à Lyon, avec un autre responsable de la résistance qu'il n'avait jamais rencontré, qui s'appelait Emmanuel Dastier de la Vicherie, qui était le fondateur et l'animateur du mouvement auquel Lucie et moi nous appartenions. Ça s'appelait Libération. Et le jour du rendez-vous à Lyon, Dastier était absent. Et les camarades m'ont dit, tu vas aller rencontrer un certain monsieur Rex qui arrive de l'Aube. Donc j'ai été au rendez-vous que Rex avait avec Dastier, et je l'ai rencontré donc à ce moment-là. Et je l'ai revu à plusieurs reprises, parce que dans sa mission, il avait deux missions principales: coordonner l'action des mouvements de résistance et aider à créer ce qu'on a appelé l'armée secrète. Or, dans mon mouvement Libération, mes camarades m'avaient demandé de m'occuper justement de cette histoire paramilitaire. Donc j'ai été embarqué dans la préparation de l'armée secrète avec Jean Moulin à plusieurs réunions. Et puis il y a eu à la fin, après l'arrestation du général de Lestrin, il y a eu la réunion
de Caluire, au cours de laquelle Max Jean Moulin voulait proposer un dispositif provisoire pour continuer le travail. Donc je ne peux pas dire que je l'ai bien connu. Il est évident que Daniel Cordier le connaissait beaucoup mieux que moi. Et j'ai assisté à 7, 8 ou 10 réunions avec Max. Et Max, pour moi, c'est l'archétype d'un préfet. C'est un homme très intelligent, avec une culture générale très forte. Il obéit aux instructions du gouvernement. Il obéit fidèlement aux instructions du gouvernement, mais en même temps, il peut influer sur les décisions du gouvernement. Il a un contact assez proche pour pouvoir influer sur l'opinion du gouvernement. En fait, à l'occasion, c'était De Gaulle. Donc, Jean Moulin exécute la politique de Gaulle et en même temps, à plusieurs reprises, il a l'occasion d'infléchir cette politique. Pour moi, c'est comme ça, Jean Moulin. Mais c'est un petit peu un autoportrait aussi, parce que ça décrit, c'est un petit peu un autoportrait, ce que vous dites, ça décrit un petit peu votre action quand vous étiez commissaire de la République à Marseille. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. C'est aussi une autre période. Mais pour moi, Jean Moulin était un homme de très grande qualité. Il pratiquait la maïeutique, c'est-à-dire qu'il n'utilisait jamais l'argument d'autorité. Quand il discutait avec quelqu'un, il l'écoutait parler aussi longtemps que l'autre le souhaitait, et petit à petit, dans le raisonnement, il l'amenait à son avis. Ce qui est une très grande force. Hein. Je ne sais pas si vos profs de philo vous ont parlé de l'emploi de la maïeutique. Pour moi, Jean Moulin est typique de l'emploi de la maïeutique. Mais vous avez croisé énormément de gens remarquables dans votre vie, là, quand on lit vos mémoires, donc Jean Moulin notamment. Il y a d'autres personnes aussi comme ça qui sont marquantes pour vous dans... Il y a De Gaulle. Ho Chi Minh, De Gaulle, Ho Chi Minh. Il y a Ho Chi Minh. Bonjour. Alors, C'est la vie. alors moi je suis... Vous voyez ce tableau-là? C'est une maternité faite par un peintre vietnamien et c'est un cadeau d'Ho Chi Minh pour mon 32e anniversaire, à une époque où il habitait chez moi dans la banlieue de Paris. C'est l'origine de ma longue histoire avec le Vietnam. Bon, bonjour. Asseyez-vous, on va avoir fini. Avez-vous d'autres questions? Avec cette résistance qui s'impose dans la mémoire nationale, qui peut-être disparaît un peu, se dilue un peu aujourd'hui. Oui, Quel regard portez-vous ça là-dessus? s'intègre un petit peu dans l'identité, comme la mémoire de la Révolution. Ça, moi, je trouve que la mémoire... On a parlé beaucoup d'identité française. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je me rends bien compte qu'il y a une éthique qui provient des racines religieuses, il y a un respect de l'autorité, il y a un souvenir de la Révolution, c'est-à-dire d'une occasion dans laquelle le sursaut du peuple peut changer un régime, et puis il y a aussi un petit peu de cette mémoire de la résistance. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une petite goutte, quelques gouttes de ça dans notre identité. Et ça, ça me paraît destiné à rester, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse avec le programme du CNR. Parce que ça a marqué quelque chose. Ça nous appartient aussi de le faire rester, justement. Il faut s'en saisir. Mais vous avez raison de vous intéresser à cette époque, et notamment aux idées de cette époque et aux valeurs de cette époque, mais réfléchissez un petit peu au monde dans lequel vous vivez maintenant, et dans lequel vous allez vivre. Ne passez pas votre temps à vous installer derrière les murailles du passé. C'est plus pareil. Je sais. Nous sommes totalement d'accord.